a sollicité une dizaine de personnalités marocaines mais aussi internationales pour apporter un commentaire sur soit un des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous célébrons le 70e anniversaire, soit apporter un témoignage global sur cette déclaration. Alors c'est un exercice très personnel où on a sollicité une contribution de ces personnalités en partant bien évidemment de leur ancrage local, régional et international. Et c'est dans ce cadre-là qu'on accueille Madame Souhair Belhassan, que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous dire quelques mots sur Madame Belhassan. Madame Souhair Belhassan est une ancienne présidente et puis présidente d'honneur de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Elle a été la première femme à accéder à cette fonction dans cette organisation, une des plus anciennes organisations ONG des droits humains, et qui est forte de 184 organisations nationales des droits de l'homme et de 112 pays. Madame Belhassan est diplômée en sciences politiques. Elle a été vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Elle a travaillé comme journaliste, notamment comme correspondante de Reuters, de l'agence Reuters à Tunis. Elle nous vient de Tunisie d'ailleurs. Elle est responsable du développement de la chaîne Canal Horizon au Maghreb et en Afrique subsaharienne. Elle avait lancé d'ailleurs dans ce cadre-là l'hebdomadaire 7/7, un magazine culturel. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages. Madame Belhassan est une personnalité décrite comme tenace et courageuse. D'ailleurs, elle dit d'elle une journaliste, une célèbre journaliste du journal Le Monde, dit d'elle alors que Madame Belhassan a particulièrement, elle est particulièrement connue pour un fou rire, pour ses fourrures, pour ses dents du bonheur et son sens de l'humour. Madame Belhassan réussit pourtant à donner le change à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Comme je l'ai dit, Madame Belhassan est journaliste de métier. Et c'est d'ailleurs pour cette occasion peut-être qu'elle a choisi de commenter l'article 19 qui porte sur la liberté d'expression. Donc je vais lui donner la parole et nous aurons l'occasion dans un deuxième temps d'avoir un échange avec elle, soit par des questions, soit par des interventions. Je la remercie une deuxième fois. Merci beaucoup. Merci pour être là. Merci à vous d'être là. Et je voulais, comme j'ai été présentée, donc je n'ai pas besoin de dire pourquoi j'ai choisi l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous commémorons aujourd'hui. Et sur les 30 articles, j'ai choisi l'article 19 parce que j'ai un passé avec l'article 19, comme on vient de vous le dire. Et donc, c'est pas seulement parce que j'ai ce passé avec l'article 19 qui dit, alors je vous rappelle ce que dit l'article 19, tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit à ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Voilà donc ce fameux article 19 que j'ai choisi de commenter. Mais je vous dis que la première raison, c'était parce que j'étais journaliste, mais la deuxième raison, c'est que j'ai choisi de parler de la liberté d'expression en Tunisie,
et non pas en Égypte, en Turquie ou en Chine, qui sont quand même aujourd'hui les geôles les plus dures du monde, les pires geôles du monde aujourd'hui, parce que d'abord je les connais moins et parce que en Tunisie, il s'est passé, comme vous le savez, une révolution en janvier qui a déjà 7 ans aujourd'hui et qui a bouleversé la donne. Mais le fait, la liberté d'expression n'a pas été un cadeau, elle a été surtout le résultat d'une mobilisation et d'un prix élevé payé par les journalistes pour jouir de plein droit de cette liberté d'expression et pour l'exercer bien évidemment. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que cette liberté d'expression n'est pas encore totalement compromise, mais elle risque vraiment de l'être. Et à cause de ce risque, j'ai choisi donc d'en parler parce qu'il existe aujourd'hui une myopie entretenue à la fois par les autorités tunisiennes, mais également par les amis occidentaux de cette Tunisie qui a déjà vendu l'image d'une Tunisie mythique qui était bon élève de l'économie et Ben Ali rempart contre l'islamisme. Donc cette image aujourd'hui est en train d'être remplacée par une nouvelle image qui dit que la Tunisie, c'est l'exception démocratique du monde arabe. C'est pas très difficile d'être l'exception démocratique du monde arabe aujourd'hui, vu l'état des lieux dans le monde arabe. Et surtout, l'exception démocratique aujourd'hui est très menacée, et c'est de ça que je veux parler. C'est la définition est fausse, parce que elle est fausse parce que vous allez voir que la liberté d'expression, j'ai choisi la liberté d'expression parce que c'est un indicateur très important pour les libertés et le premier instrument de mesure de ces libertés après celui des élections. Si vraiment aujourd'hui on veut mesurer les libertés dans un pays, on se réfère à la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'elle est très importante dans la DUDH. Il est important aussi de dire que les difficultés de la Tunisie ne viennent pas seulement de son état, de l'état de son économie qui est effectivement déplorable. On va pas, ce n'est pas l'objet ici de dire le pourquoi et le comment, mais surtout c'est par rapport aux menaces qui pèsent sur son choix démocratique et le fait que ces choix soient menacés. C'est vrai que dès le départ, au moment de la révolution, en janvier 2011, les réformes initiées par la haute instance pour la réalisation des objectifs de la révolution, les premières réformes entreprises concernaient la liberté d'expression et la liberté d'organisation. Et tout de suite, les autorités ont mis en place des réformes juridiques essentielles par, je passe le décret 116 par exemple, qui rend le code de la presse liberticide tout à fait obsolète et qui protège les journalistes et surtout abolit les peines de prison. Pour ce qui concerne l'autre article 116, il jette les fondations des nouveaux médias et les médias électroniques bien évidemment et met en place la haute autorité de la communication audiovisuelle, l'AICA. L'adoption de ces lois est confortée par et garantie également par l'article 31 de la Constitution, donc qui revient sur les libertés d'opinion, qui garantit les libertés d'opinion, de pensée, d'expression
et d'information sans contrôle préalable. Donc cela est important et il vient aussi, pas un complément mais en tous les cas couvre la presse écrite. En ce qui concerne la presse écrite, le choix de l'autorégulation a été fait. Il y a des conseils de presse qui sont dans toutes les rédactions et qui sont composés des syndicats du patronat de presse, des syndicats des journalistes et ce qui représente l'opinion ou les lecteurs, un membre de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Tout ça, c'est très beau sur le papier. Ça a fait long feu dans la mesure où les patrons de presse ne voyaient pas pourquoi du jour au lendemain ils allaient partager leur pouvoir avec leurs employés. Mais par contre, ça c'est pour les gros titres et la presse bien installée. Par contre, les nouveaux journaux, eux, ont installé ce conseil de presse et il fonctionne aujourd'hui très bien. Alors, le message est clair. En tous les cas, il l'était. Il est positif également. Et il a fait cette exigence. Le régime de censure, en fait, était totalement aboli. Et ce régime de censure qui était l'image de marque du régime de Ben Ali. Donc, aujourd'hui, la détermination réellement claire du pays à préserver la démocratie était la démocratie et les droits de l'homme. Et le signe vraiment qui peut exprimer cette volonté, c'est la liberté d'expression. Et donc il y a eu des étapes clés, des étapes totalement euphoriques où on a vu des radios et des chaînes de télé vraiment pousser comme des champignons, se multiplier et la multiplication si on regarde cette multiplication, elle est le seul acquis finalement. Et cette liberté de ton surtout dans l'information, c'est peut-être un des seuls acquis aujourd'hui de la révolution. Mais elle ne va pas et le citoyen tunisien en jouit et s'en délecte. Passons sur les excès de cette information qui est l'insulte, qui est le dénigrement, qui est les atteintes à la dignité. Tout cela passe presque sans problème, sans qu'on porte plainte, etc. Donc cette anarchie, et il faut l'appeler comme cela, cette anarchie est due à l'absence de mise en musique des décrets-lois. En fait, il n'y a pas eu un suivi. Par exemple, sur la Haïka, un projet de loi a été soumis récemment, c'est-à-dire en fin décembre, à l'Assemblée des représentants du peuple, et 47 organisations nationales et internationales protestent contre la loi qui va créer la Haïka, disant qu'il y a des fondamentaux qui ne sont pas préservés dans cette loi. Et surtout, le projet de loi a été élaboré dans le secret, alors que normalement, il y a une exigence de participation de la société civile. Donc, cela dit, quand je parle d'anarchie et de dépassement, ça va très loin. On entend tout et n'importe quoi à la télé. On permet réellement à des directeurs de chaîne ou à des présidents de chaîne de s'exprimer, d'atteindre l'honneur des gens. Par exemple, le président d'I-Watch a été attaqué par le président de Nesma Télé en disant
qu'il fallait le harceler, et ça, bon, ça c'est un fuitage, en quelque sorte, d'une conversation téléphonique. Il donnait des ordres à ses journalistes pour le harceler, et harceler même sa compagne. Cela n'empêche pas non plus des hommes d'affaires, enfin dit hommes d'affaires, mais c'est des mafieux qui travaillent entre la Libye et la Tunisie, qui se disent hommes politiques, mais c'est surtout hommes de l'ombre. Et à la télé, avec une arrogance absolument incroyable, on voit cet homme d'affaires qui s'appelle Tawfiq Jareya, qui aujourd'hui est en prison pour cause de corruption, mais corruption de haut niveau, en quelque sorte, si on peut appeler la corruption de haut niveau. Il dit publiquement à la télé qu'il a 2,5 millions de dinars, 2500 dinars là à sa disposition tout de suite pour n'importe quel journaliste qu'il peut corrompre. Et quand le journaliste lui dit mais vous ne craignez pas qu'on vous arrête puisque le Premier ministre fait campagne contre la corruption, il dit le Premier ministre n'est même pas capable d'arrêter une chèvre. Donc cette liberté de ton, ce n'est plus une liberté d'expression, ce sont des insultes à l'égard de l'autre, mais le Tunisien s'en délecte parce que il est peu habitué à ce type de langage, et aujourd'hui c'est le buzz. Alors il y a une espèce de concurrence entre les chaînes, et cette anarchie est due, comme je le disais, à l'absence, en fait, à l'absence de règles qui n'ont pas été élaborées. L'autre exemple scandaleux, et vraiment je pèse mes mots, c'est la menace qui pèse sur la privatisation des chaînes de télé publiques et des radios publiques. Ça, c'est vraiment, ça va à l'encontre de la liberté d'expression, parce que un organe public est essentiel pour la cohésion sociale et la construction du pays. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'organe public, que ce soit dans l'audiovisuel ou que ce soit au niveau de la radio. Concernant l'Internet, il est incontestable que les utilisateurs de l'Internet sont aujourd'hui tout à fait et disposent de toute liberté. Et le cyberespace est considéré comme potentiellement libre. Cependant, les lois, là aussi, les lois répressives qui faisaient partie du dispositif n'ont pas été, sont toujours là, n'ont pas été abrogées. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, aussi pour l'AICA, je voulais dire, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, le fait qu'il y ait une opposition à la loi qui est proposée à l'Assemblée des représentants du peuple est bien, parce que la loi elle est considérée comme liberticide, mais aussi elle est indispensable. C'est un régulateur indispensable avant les élections municipales qui vont se dérouler le 6 mai. Sans régulateur de la campagne électorale à la télé, on ne voit pas comment on va pouvoir avancer. Bref, tout cet aspect que je viens de décrire et qui a fait qu'on a vécu une espèce d'euphorie avec la liberté d'expression tous azimuts. Il y a eu quand même 2 assassinats et 3 attentats terroristes qui ont fait revenir au premier plan et la sécurité et l'ordre, qui, on peut craindre, qui vont remplacer et la liberté et la démocratie. Alors, il n'y a pas que cela, il y a incontestablement aussi
l'idée de présidentialisme bourguibien qui ne plaît pas, qui est le logiciel du président de la République actuelle, Béji Caïd Essebsi, qui lui a une image réelle, c'est le président qui donne le là. Or, on est dans un régime parlementaire où la presse débat, où le Parlement bloque, où l'opposition s'oppose et fait son travail. Cela, pour le président actuel, n'est pas concevable. Et s'il a accepté les premiers mois de sa présidence ou la première année, aujourd'hui, il est clair que pour lui, il est urgent, comme il le dit, il l'a dit en toutes lettres en septembre dernier, il est urgent de refermer la parenthèse de haine et de ressentiment de la Révolution. Et ça marque une réelle rupture avec le passé et on entre dans une nouvelle phase qui est une phase de restauration. Ce n'est pas seulement les paroles du président qui sont en discussion, c'est aussi des faits qui sont qui deviennent de plus en plus patents aujourd'hui. Il n'est pas le seul à penser que cette parenthèse doit être refermée. Aussi bien la classe des hommes d'affaires, l'élite politique et même l'homme de la rue, aujourd'hui, dans l'ambiance actuelle, on pense qu'un Trump ou qu'un Erdogan ressemble beaucoup à un Ben Ali qui est parti et que finalement, ce système-là n'était pas si mauvais que ça. Et ça, c'est un retour en arrière qui est extrêmement dangereux. Dangereux pourquoi? Parce que à la tête de l'État et l'élite politique entourant Caïd Essebsi pense réellement que l'explosion des centres de pouvoir, et la presse est un centre de pouvoir, ne doivent pas être comme ça mis entre les mains de n'importe qui. D'ailleurs, les lois organiques qui doivent mettre en place, le Conseil national des droits de l'homme, le CNDH tunisien, le Conseil de la magistrature, le Conseil des... il y en a un troisième que j'ai oublié qui est très, très important. Enfin bref, ceux-là ne sont pas mis en place. On attend toujours. 7 ans après, on est là en train d'attendre. Seule l'instance pour les élections a été mise en place. Le reste, on attend toujours. Et comme ils sont élus par l'Assemblée des représentants du peuple, c'est un contre-pouvoir réel qu'on hésite à mettre en place. Donc, cette Tunisie mythique qu'on doit reconstruire, en tous les cas qu'on doit vendre pour l'étranger, il faut la reconstruire. Et après les manifestations du 13 janvier dernier, on est revenu sur beaucoup de choses, mais d'une façon publique, arrogante, et on affiche le retour en arrière. Et le plus dramatique, en tous les cas, tel que c'est perçu pour les Tunisiens, c'est l'agence tunisienne de communication extérieure. Cette agence tunisienne de communication extérieure de triste mémoire, la TCE, elle est évidemment, elle a été pillée au moment de la Révolution et la moitié de ses archives ont été brûlées. Et cela exprimait la haine des Tunisiens à l'égard de cette agence qui était
vraiment un organisme de filature de policiers, qui était contre, surtout qui suivait les journalistes, à la fois tunisiens et étrangers, qui donnaient une image détériorée de la Tunisie. Et d'ailleurs, cette histoire d'image donnée par les étrangers est reprise par le président lui-même, qui a reçu Macron. Quand il a reçu la semaine dernière Macron, lui a dit carrément la presse est trop libre. Donc cela explique quand même que la liberté d'expression, elle est non seulement menacée par le président, il a pu dire ça dans une phrase, mais le ministre de l'Intérieur, lui, devant le Parlement, a déclaré qu'il avait mis sur écoute un journaliste étranger qui était qui interviewait un des manifestants pendant les manifestations. Et le syndicat de la police, un des membres du syndicat de la police, ils étaient 4 en fait, sur Facebook, ont appelé à la haine et au viol de journalistes qu'ils traitent de miliciens. Donc là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, et les journalistes se sont mis en grève pour défendre la liberté d'expression. Ils ont passé la journée du 2 en grève devant les sièges de gouvernorat dans toute la Tunisie, dans les entreprises de presse, et ils ont boycotté pendant 24 heures toute activité du ministère de l'Intérieur et menacent de faire une grève générale si cela continue. Mais évidemment, le rétro-pédalage a été rapide. Le président, sur sa demande, a reçu le syndicat des journalistes. Les membres qui ont insulté les journalistes, sur les membres du syndicat de la police, ont été virés. Et le ministre de l'Intérieur a déclaré que réellement, on a décontextualisé ses paroles. Ça, vous connaissez cela, c'est-à-dire que bon, quand on a envie de noyer son chien, on l'accuse de rage, et là, c'est bien sûr, ces paroles ont été mal rapportées. Alors, vous me direz, alors bon, il n'y a rien eu, donc il n'y a rien de positif si on en est là. Non, la colère des journalistes, d'abord, il y a encore de la résistance, et c'est ça qui est formidable, c'est que la société civile n'a pas perdu tous ses moyens, et singulièrement les journalistes. La classe politique, de tout le ventail de la classe politique, a appuyé les revendications des journalistes, du Front populaire à Ennahda, c'est-à-dire de l'extrême gauche aux islamistes. Tout le monde a appuyé les journalistes, sauf Nida Tounes, dirigée par le fils de Kaïdé Sepsi. Alors, toute la panoplie des moyens matériels et moraux à mettre en œuvre pour la liberté d'expression, garantir la liberté d'expression, on en a toute la liste, parce que toute l'opposition a listé, ils ont tous sorti des communiqués pour dire il faut faire ceci et cela pour les journalistes. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que s'il y a eu vraiment des réalisations, et ça c'est incontestable, comme je vous l'ai dit au début, on ne peut pas contester qu'il y ait eu des réalisations concernant la liberté d'expression en Tunisie. Mais, et ça c'est l'aspect, je crois, le plus sûr, le plus évident, c'est que ces acquis sont précaires, alors que les défis sont d'une ampleur exceptionnelle. Réellement, les défis qui sont à relever pour préserver la liberté d'expression sont énormes. Parce que il y a d'abord
effectivement, il faut le reconnaître, le manque d'intégrité et l'opacité de l'environnement en général. Il y a aussi la politique de harcèlement sur les journalistes et sur les organes de presse, même qui est menée par des groupes, des entreprises, etc., pour que la ligne éditoriale, pour peser sur la ligne éditoriale. Il y a aujourd'hui, comme le dit le secrétaire général du syndicat des journalistes, on n'en est plus à des pressions sur les journaux et sur les journalistes, mais à des agressions. Et là, le syndicat des journalistes comptabilise le fait que des journalistes sont tabassés, ils sont interdits d'exercer leur profession, ils sont interrogés par les brigades antiterroristes et ils sont poursuivis devant les tribunaux militaires. Donc, si aujourd'hui ils continuent à se battre, c'est réellement avec beaucoup de mérite. Donc en tout, on a aujourd'hui, l'année dernière, on comptabilisait 180 journalistes qui ont été tabassés ou agressés. Il y a les licenciements aussi, et des licenciements collectifs. Donc 2017 a compté 160 licenciements collectifs. Et ça, c'est la couverture sociale, elle est ce qu'elle est dans un pays qui est en crise, donc il n'y a pas de couverture sociale. Il y a même des journalistes qui travaillent sans contrat. Et l'exemple de la situation des journalistes est en fait le reflet de ce qui se passe au niveau général du pays. C'est vraiment, si je suis revenue sur si j'ai saisi en tous les cas la liberté d'expression pour parler de la situation des journalistes, c'est pour dire que la situation générale du pays, c'est une précarité qui est aggravée par le désastre économique aujourd'hui, par la dislocation réelle du politique et par des risques sécuritaires sérieux. Donc, tout cela met en équation la situation contre laquelle on veut lutter en restituant un ordre autoritaire et policier, et c'est ça le changement. C'est ça. C'est que on veut reprendre cet ordre-là, parce que on est convaincu que le pays ne s'en sortira pas si on ne revient pas à l'ordre ancien. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette adversité grandissante, la complexité et la longueur du processus ne devrait pas nous faire accepter une version tronquée de la liberté d'expression. C'est extrêmement important, et je pense que la société civile, et la preuve, je vous ai cité des exemples, est mobilisée pour le faire. Elle est difficile, la liberté d'expression est difficile à conquérir, elle est encore plus difficile à garder. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame Belhassan. On va essayer d'avoir un temps d'échange avec Madame Belhassan, soit par des questions brèves, soit par des interventions. Dans son intervention, elle a brossé un état des conditions et du contexte de l'exercice de cette liberté d'expression en Tunisie, mais beaucoup de problématiques qu'elle a abordées sont posées un peu de partout, y compris au Maroc. La question de l'enjeu du combat pour la liberté d'expression, qui est un combat continu. Et puis il va y avoir des avancées, mais il peut y avoir aussi des difficultés et des retours en arrière. La question des conditions d'exercice du métier de journaliste, la question de l'espace d'Internet, la question de ce qu'elle a appelé les enjeux autour
autour des instances de régulation qui sont importantes. Donc toutes ces questions-là sont des questions de débat et d'échange. Et la parole est à vous, s'il y en a qui veulent intervenir, soit par une question, soit par une intervention. Bien évidemment, vous pouvez intervenir soit en arabe, soit en français. C'est monsieur là. Merci. Madame, en vous écoutant, on a l'impression que la liberté d'expression est un leurre en Tunisie. Un leurre. Parce que, d'abord, il y a des difficultés. Et puis, que vaut la Constitution qui a été faite par un groupe donc politique? Et vous nous parlez qu'on va revenir aux années d'antan où il faut museler les gens et ne plus leur permettre de s'exprimer. Il y a un problème là. Moi, je vois pas comment la Constitution, où il y a eu des avancées, où on a dit que c'est une Constitution évoluée par rapport au truc, et où c'est tous les partis politiques. Et maintenant, on cherche à museler la liberté d'expression. Quel est le problème qui couve en Tunisie? Ça, le problème. Je crois, monsieur, que vous avez répondu vous avez donné la réponse à votre question, parce que effectivement, il y a un problème. Il y a une très bonne constitution. Il y a l'article 31 qui garantit la liberté d'expression, mais une constitution ne vaut que par son application. Alors aujourd'hui, il y a des décrets-lois qui garantissent la liberté d'expression, mais sur le terrain, et j'ai été assez longue pour décrire que le terrain, c'est un bras de fer continu pour que la société civile et les journalistes en particulier imposent cette liberté d'expression. Parce que toute action, tout article, tout texte ne vaut que par son application, en fait. Il y a aujourd'hui une volonté politique de la part, en tous les cas, des politiques qui ont le pouvoir aujourd'hui, de revenir en arrière. Et c'est contre ça, aujourd'hui, que la société civile s'élève. Donc, la contradiction, elle est là. Elle n'est pas dans le texte. C'est le champ politique, les partis politiques qui ont fait cette constitution, qui ne la défendent pas. C'est ça mon problème. C'est pas la société civile, les journalistes, c'est leur métier de se défendre, c'est leur gagne-pain. Mais comment les politiques ont fait un revers pour permettre à certains de les museler. Voilà. Mais les politiques, c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre. Vous savez que le Nida Tounes, qui est le parti, disons, qui s'est opposé aux islamistes et qui est considéré comme moderniste, a passé 2 ans, 2012 et 2013, à s'entre-déchirer avec Ennahda, donc pour s'opposer. Une fois qu'il est parvenu au pouvoir, aujourd'hui, il y a plus qu'un accord, il y a une complicité entre les deux partis. Donc on se retrouve devant, et c'est pour ça que la question est bonne, on se retrouve en fait devant un parti unique. Parce que à l'Assemblée, c'est ça en fait. Il y a plein de partis, mais la majorité est détenue par ces deux partis. Voilà. Et merci pour votre question. Puisque personne ne voudrait pas, ne veut pas prendre la parole pour le moment, moi je voudrais juste une petite réaction. Ça va? Vous m'entendez? D'accord. Eh ben, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité de votre intervention et pour aussi l'enjeu que présente le sujet de votre intervention. C'est vrai que la liberté d'expression, elle est de mise, elle est importante. Maintenant, on a réalisé pas mal d'avancées dans pas mal de pays avec la vague de démocratie, de ce qu'on appelle le printemps arabe et tout ça. Il y a des lois qui ont vu le jour et tout, mais l'usage de cette liberté d'expression par les différents acteurs, par les médias et autres, il commence à poser
un problème. Pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est mon avis personnel, c'est la compréhension de cette liberté. La compréhension de cette liberté par les acteurs, les différents acteurs, notamment les journalistes, qui font de cette liberté une arme à double tranchant. C'est vrai, le droit à l'information, avec une interprétation personnelle, avec une lecture personnelle, c'est un droit à protéger, mais aussi quand ça vire vers la diffamation, quand ça vire vers la violation de la vie personnelle, quand ça vire vers l'atteinte à l'intégrité de la personne, là il y a un problème, là il y a un sérieux problème. Et c'est pour ça que je me dis que il y a une responsabilité partagée de tous les acteurs de créer ce qu'on appelle des médias, des journalistes amis des droits de l'homme, parce que on peut pas nier le pouvoir des médias à façonner l'opinion publique, à créer un imaginaire collectif qui peut nuire à pas mal de couches. Par exemple, maintenant, l'usage qu'on fait de l'image, par exemple, du migrant. Le migrant porteur de maladies, entre parenthèses, il y a une image qui peut être construite à l'égard d'une population quelconque et qui peut créer une opinion publique, une image négative à leur encontre. Et c'est pourquoi le travail auprès du journaliste, des médias est très important. La sensibilisation, le renforcement de capacités est très important, qu'il accompagne cette vague de réformes juridiques, institutionnelles et autres. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre présentation. C'est bon? Je n'ai pas assisté depuis le début, mais il y a quelque chose qui m'a interpellé dans votre présentation. C'est quand vous avez dit au milieu d'une phrase que la rue est de plus en plus convaincue qu'il serait plus intéressant de revenir à ce qui était avant. Et là, ça m'interpelle particulièrement parce qu'à la limite, on peut discuter de le mouvement des journalistes, la société civile dans ce secteur-là, ça va bien, mais qu'en est-il de la rue? Qu'en est-il de tous ces jeunes qui ont fait la révolution tunisienne? Est-ce qu'ils sont impactés? Est-ce qu'ils sont dans le même esprit que vous avez dit, c'est-à-dire ça serait mieux de retrouver la paix puis de revenir à ce qui était avant? Parce que là, pour moi, c'est beaucoup plus préoccupant que ce que vous avez décrit pour la presse qui saura très certainement se débrouiller en ce moment de reflux, parce qu'en fait, c'est un moment de reflux qui sera suivi très certainement par un retour à une situation plus favorable. J'espère que ce sera un retour vers une situation plus favorable. Mais pour revenir à votre question... C'est la loi de l'évolution sociale, faut pas croire. Je ne sais pas quel temps ça va prendre, mais de toute manière, c'est une évolution. C'est inéluctable, si je puis dire. C'est le progrès. C'est bien, c'est formidable. Non, mais juste une réponse concernant la rue. Vous savez, la situation est très très difficile, économiquement j'entends, et que la classe moyenne... qui vraiment était à la fois importante et une classe moyenne qui était privilégiée en quelque sorte, privilégiée dans la mesure où voiture, appartement, vous savez que 80% des Tunisiens sont propriétaires de leur logement, que la voiture populaire, ce qu'on appelle la voiture populaire pour les classes moyennes, ils avaient accès à une voiture. Donc cette classe moyenne est très laminée aujourd'hui. Elle est laminée pour X raisons, parce que il y a au niveau économique une crise extrêmement violente, et avec la libéralisation, c'est une réalité, la contestation est beaucoup plus forte. Il est
insupportable aujourd'hui au niveau des mines de Gafsa ou de la société des transports des phosphates de supporter que le chômage atteigne un degré aussi violent et ils arrêtent complètement la production. Ça se répercute sur toute la Tunisie, ça ne se répercute pas seulement sur une classe précise. Donc aujourd'hui, quand vous entendez le chauffeur de taxi vous dire finalement, je vois pas ce que la révolution m'a apporté, il dit une vérité qu'il vit. Mais pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la priorité n'a pas été réellement aux classes sociales qui en avaient le plus besoin. On est plongé dans le politique. Pendant 7 ans, on s'est occupé de la Constitution, des discussions, des débats, etc. Et la situation économique n'a fait que se détériorer. C'est pour ça qu'on est face à cette contradiction. Comment des classes populaires qui n'ont pas vécu mieux du temps de Ben Ali aujourd'hui disent « Ah oui, mais c'était mieux du temps de Ben Ali aujourd'hui ». C'est un ressenti en fait qui se traduit par cette réflexion en quelque sorte. Mais il est évident qu'il y a aujourd'hui une crise sociale et économique extrêmement violente qui se répercute sur le politique. Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Je vous remercie pour votre intervention qui a été vraiment très enseignante. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que le camp de ceux qui défendent les droits de l'homme et le progrès ne sont pas en quelque sorte aussi responsables de ce que nous voyons maintenant, en commercialisant eux aussi la notion de révolution, alors que personnellement je n'ai jamais vu ce qui s'est passé en Tunisie comme étant une révolution, en participant à une constitution qu'ils savent à l'avance qu'elle ne sera jamais appliquée. C'est pourquoi je passe au deuxième volet. Vous avez brassé vraiment un tableau très noir de ce qui se passe actuellement en Tunisie, mais est-ce que vous avez des propositions au-delà de l'acte politique, il faut tenir le coup, il faut son mode, etc. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette crise quelque chose de très fondamental qui pousse les pays arabes à changer pour rester toujours les mêmes? Vous dites que la Tunisie est une exception, mais franchement, il ne l'est pas. Parce que ce qui s'est passé en Égypte, c'est la même chose. Après la soi-disant révolution, on revient à la même chose. Et merci. Non, là, vraiment, je peux vous dire, il ne faut pas non plus, je vous décrivais, j'ai dit, si je parle de la liberté d'expression aujourd'hui ici, c'est une menace qui pèse sur la Tunisie, que si on perdait cette liberté d'expression, ça risquait d'empirer. En fait, ça n'a rien à voir avec l'Égypte, ça vraiment. Alors merci d'avoir comparé les deux, ça permet de clarifier les choses. L'Égypte aujourd'hui est une vaste prison. L'Égypte aujourd'hui, c'est pire que du temps de Moubarak. Donc, on est en relation avec tous nos amis de la société civile, c'est réellement une catastrophe, ça n'a rien à voir avec la Tunisie. C'est pas ce que je dis. Alors là, je me suis fait mal comprendre en concernant la Tunisie. Je dis, voilà ce qui se passe. Je vous ai dit tous les aspects positifs, mais ces aspects positifs risquent d'être effacés aujourd'hui parce que le Tunisien vit une situation économique extrêmement difficile dont les autorités ne se sont pas occupés, comme ils se sont préoccupés du politique. Et c'est ça dont souffre la Tunisie aujourd'hui. C'est qu'il est urgent de se pencher sur sa situation économique sans perdre
les avantages acquis. Et c'est incontestable, ça vraiment, j'insiste sur cet aspect-là, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous avons vécu du temps de Ben Ali. Donc, j'aimerais pas, si j'ai créé cette confusion, alors je suis désolée, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que les acquis qu'on a eus pendant les soulèvements du 14 janvier ne risquent d'être perdus. Et c'est vraiment un cri d'alarme. Voilà. Plus de questions, moi juste peut-être si vous pouvez revenir, voilà, pour la mienne, vous avez beaucoup parlé des conditions de l'exercice du métier de journaliste, et c'est vrai que c'est un point qui est très très important. Alors vous avez parlé à la fois d'excès dans l'exercice de cette liberté entre guillemets des journalistes, mais aussi est-ce que il n'y a pas à voir avec la question de la formation des journalistes, avec la question de la culture des droits de l'homme, parce que c'est pas simplement, je pense que vous l'avez pointé à différentes reprises, mais j'aimerais bien que vous développiez cet aspect-là de l'importance de la culture autour des problématiques liées aux droits de l'homme dans une société ou dans un processus de changement. Il faudrait qu'on importe le CNDH à Tunis, parce qu'on attend toujours, comme je vous l'ai dit, la loi organique pour la création du comité des droits de l'homme, comité national des droits de l'homme qui n'a pas été créé, et ça c'est extrêmement important parce que c'est l'État, c'est vraiment l'encouragement de l'État. Il faut dire que la société civile, elle est extrêmement réactive et vraiment elle réagit au quart de tour aujourd'hui avec les moyens qu'elle a. Elle s'est développée. Vous savez, en 7 ans, on ne change pas une culture. Pour vous répondre, la culture des droits de l'homme, c'est pas en 7 ans qu'on va l'acquérir, c'est pas vrai. Mais il y avait quand même d'excellents repères avant les soulèvements du 14 janvier. Donc et ça s'est développé très très vite parce qu'il y avait un besoin réel d'organisation indépendante, de revendication et de désir d'avancer. Sur la question des droits humains, de la défense des droits humains, c'est essentiel aujourd'hui en Tunisie. Ça, je peux vous dire que avec je ne dis pas qu'on a une tradition, une culture des droits humains, mais vous savez, la Ligue tunisienne des droits de l'homme est une des premières en Afrique et dans le monde arabe. Donc, ça a laissé des traces, incontestablement. Et aujourd'hui, quand vous me dites, oui, la culture des droits de l'homme, où ça en est, etc., on n'aurait pas pu, en ces temps, avoir cette force de réactivité de la société civile si on n'avait pas, depuis 1977, créé une Ligue des droits de l'homme contre vents et marées, contre Bourguiba et contre Ben Ali. Donc, il y a un savoir-faire incontestable aujourd'hui, mais simplement, encore une fois, c'est menacé. C'est clair. Bon, alors effectivement, c'est un tableau critique, mais qui présage aussi de choses intéressantes qui sont en cours. Et le combat continue pour la liberté d'expression en Tunisie comme ailleurs. Donc, je vous remercie. Les activités du CNDH vont continuer. Dans un petit quart d'heure, le CNDH rendra hommage à une personnalité importante dans le combat pour la promotion et la protection des droits de l'homme au Maroc, à Madame Najat Malia Mjid. Et donc, j'invite ceux qui pourront rester à participer avec nous à cet hommage. Merci encore. Et merci. Merci beaucoup d'être resté, d'avoir fait preuve de beaucoup de patience. Merci encore. Au revoir.